Bonsoir, merci d'être au rendez-vous du Club Le Figaro International, qui est désormais le mardi, comme vous l'aurez noté. Alors, 100 jours d'enfer à Gaza, au prix de milliers de victimes, 100 jours de disparition des otages aux mains du Hamas. Et où en sommes-nous aujourd'hui ? À quoi mène cette guerre et comment peut-on en sortir ? Y a-t-il un plan pour l'étape suivante ? Peut-on encore envisager la création d'un État palestinien ? La réconciliation régionale est-elle toujours à l'ordre du jour ? Nous en débattons sans plus attendre avec mes invités. Henri Laurence, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur au Collège de France, où vous tenez la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur le Proche-Orient et le monde arabe et musulman, en particulier La question de Palestine, une somme en 5 volumes parus entre 1999 et 2015. J'y ajoute les 3 volumes des Orientales, paru en 2004, plus un 4e en 2017, Les crises d'Orient, en 2 volumes, 2017 et 2019 chez Fayard, et dernièrement Le passé imposé, paru en 2022 chez Fayard. Laetitia Bucaille, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie politique à l'INALCO, les langues orientales. Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche Moyen-Orient-Méditerranée, spécialiste du conflit israélo-palestinien et de la sociologie de la guerre. Vous avez notamment publié Désir d'Islam, avec Agnès Vilches en 2020 aux presses de Sciences Po, un livre qui avait été précédé par Le pardon et la rancœur en 2010 chez Payot, Génération Intifada en 2002 chez Hachette et Gaza, la violence de la paix en 1998 aux presses de Sciences Po. Georges Malbruno, bonsoir. Vous êtes notre spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez été correspondant pendant de longues années à Jérusalem. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, vous aussi, sur le Moyen-Orient. Je citerai Le déclassement français avec Christian Chesneau en 2022 chez Michel Lafon, les Qatar Papers avec le même co-auteur chez le même éditeur en 2019, et auparavant il y avait eu notamment Mémoire d'otage en 2005 et Des pierres au fusil, les secrets de l'Intifada en 2002. Tanguy Berthemé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, plutôt notre spécialiste de l'Afrique habituellement, mais vous venez de rentrer de Jérusalem, vous avez effectué plusieurs reportages depuis les événements du 7 octobre dernier. Alors, 3 mois de guerre à Gaza. Benyamin Netanyahou dit « Nous sommes sur le chemin de la victoire ». Cher Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, dit « Israël n'a rien obtenu, n'a rien gagné ». Où est la vérité, Henri Laurence, pour vous? Quel bilan tirez-vous de ces 3 mois de conflit actif à Gaza? En tout cas, sur les objectifs annoncés immédiats d'Israël, ils n'ont pas réussi, puisqu'ils n'ont pas libéré les otages, ils n'ont pas détruit la direction du Hamas. Donc, en tout cas, sur les premiers objectifs... Les objectifs, c'était éradiquer l'appareil militaire du Hamas, détruire le pouvoir politique du Hamas. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Mais ils ont surtout... mis Israël dans une situation dangereuse dans la mesure où les répercussions internationales de ce qui se passe à Gaza pèsent extrêmement lourd. Moi, je pense qu'on est sur 2 temporalités. On est sur une temporalité immédiate des événements, à quelques jours, quelques semaines, etc. Puis sur les conséquences à moyen ou long terme de cette guerre, elles sont plutôt effrayantes. Oui. Laetitia Bucaille, votre analyse de ces 3 mois de guerre? Bien, c'est-à-dire que c'est pas totalement nouveau, mais les belligérants entendent porter des coups décisifs à l'adversaire et sont persuadés qu'en fait c'est en donnant une leçon à l'adversaire, en lui montrant qu'il n'est pas possible de le défier ou de l'attaquer ou de lui causer des morts et que l'adversaire va donc apprendre de la leçon qui est donnée. Donc il y a cet état d'esprit. Pour vous, ça, c'est le vrai but de guerre d'Israël? C'est de faire une démonstration de force? C'est un des moyens de raisonnement que les Israéliens ont, mais que aussi une partie des acteurs palestiniens ont. Cette idée qu'en assénant un coup très dur à l'adversaire, il va comprendre le langage de la force, parce que l'adversaire ne comprendrait que le langage de la force. Il y a cette idée
qui est ancienne. Enfin, c'est aussi quelque chose qu'on entendait pendant l'intifada al-Aqsa, qui était entre 2000 et 2005, qui a été très violente par rapport à la première intifada, qui était essentiellement non violente, où il y avait d'une part des attentats suicides qui visaient les civils israéliens, d'autre part une réoccupation de la Cisjordanie, des raids contre des responsables militaires, mais aussi contre des responsables politiques, des arrestations massives, etc. Il y avait vraiment cette disposition. Et là, effectivement, je ne sais pas si on mesure bien ici le traumatisme qu'a représenté le 7 octobre pour les Israéliens, parce que le nombre de morts est très élevé, les exactions ont été terribles, ont été effrayantes. Donc c'est à la fois l'horreur, mais c'est aussi une humiliation, puisque quand même Israël se sentait supérieur, c'est une puissance régionale, etc. Donc là, la plupart des Israéliens, et y compris des Israéliens, pas forcément des Israéliens qui sont à l'extrême droite ou même à la droite, mais même des Israéliens qui sont au centre ou à gauche, considèrent qu'il faut faire en sorte que les Palestiniens comprennent que ceci ne peut jamais... Mais c'est une logique ancienne et qui, en fait, a conduit à une escalade de la violence de part et d'autre, d'une certaine manière. On monte en puissance à chaque nouveau conflit. Tanguy Berthemé, vous revenez d'Israël. Clairement, la population israélienne soutient une guerre longue. C'est d'ailleurs ce que promet le Premier ministre. Il annonce une guerre. Comme a dit Madame, le choc, le traumatisme est très profond en Israël. Il est très profond sur cette attaque. Il y a une forme d'humiliation. Ils ont été profondément vexés par cette attaque. Je le dis souvent, mais je ne sais pas si vous avez vu cette série qui s'appelait Fauda, qui montrait à quel point les services secrets israéliens contrôlaient finalement Gaza. Et là, c'est l'inverse qui s'est produit. Ils se sont fait prendre au dépourvu. Donc, ils sont très vexés. Et effectivement, ils ont très peur aussi. Il ne faut pas l'apprendre à personne, mais Israël, c'est quand même le pays qui a été créé pour sauvegarder des Juifs, et là, c'est les Juifs qui sont attaqués. Et ils ont vécu ça, ils le comparent très souvent à un pogrom, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, les Israéliens, vous comprenez peut-être pas, mais on a le gène du pogrom. Et ça l'a réveillé. Donc ils sont vraiment traumatisés profondément, et ils ont donc embarqués pour une guerre longue. De violence, et avec cette logique, comme a dit Madame, si la violence ne résout pas ton problème, c'est que tu tapes pas assez fort. Et ils sont totalement là-dedans, et pour l'instant, il y a assez peu de gens qui s'interrogent sur la finalité de tout ça. Pour l'instant, c'est juste, il faut arrêter ça, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne doivent jamais recommencer. Georges Malbruno, sur cette question de le résultat de la violence, c'est que ça rend la sortie politique ou pacifique beaucoup plus difficile. Je pense que l'utilisation du logiciel de la force par Israël a montré ses limites le 7 octobre, parce que jusqu'alors, effectivement, cette utilisation de la force avait plutôt fonctionné, l'intifada, deuxième intifada, rapport 1 à 10, les Israéliens avaient gagné, etc. Le 7 octobre a été une bascule, et effectivement, là, le Hamas a montré que lui aussi pouvait utiliser de la force, même si c'est de la force terroriste. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'Israël et notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou, est un peu pris au piège de ses objectifs dont vous avez parlé, qui ont été surestimés, c'est-à-dire l'éradication du Hamas. On voit, y compris les Américains commencent à le dire, que ça n'est pas possible, et la libération des otages, elle ne sera pas possible, on en reparlera probablement tout à l'heure, sans le début d'une négociation plus large qu'entend mener le Hamas et d'autres pour sortir justement de cette crise. Donc, mais alors justement, est-ce que les ponts sont coupés ? Est-ce que les événements du 7 octobre et ceux qui ont suivi la riposte israélienne, est-ce que pour vous, il est encore envisageable qu'Israël discute, même indirectement, avec le Hamas ? Ils le font. Ils le font. Oui, ils le font via le Qatar pour les otages. Via les services égyptiens aussi. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir une discussion qui dépasse le sujet des otages pour toucher à des solutions politiques, à des arrangements politiques ? Ils n'ont jamais discuté politique avec le Hamas. Ils ont discuté des arrangements temporaires de gestion de la bande de Gaza. Mais ils ont toujours communiqué avec le Hamas. C'est-à-dire, si dans quelques mois, on est au bout de 100 jours, donc 3 mois et 10 jours, si dans quelques mois, Benjamin Netanyahou n'arrive pas à obtenir la tête de Yahya Sinwar ou de Mohamed Deif, les deux architectes de l'attaque terroriste du 7 octobre, ça posera un problème extrêmement important pour lui, parce qu'on peut penser qu'en revanche, s'il arrive à avoir un trophée, il pourrait avoir
un trophée donc à présenter à la population israélienne et amorcer justement un repli. Mais faute de trophée, on l'a bien vu, la faute d'avoir la tête de Yahya Sinwar, de Mohamed Deif, ils sont allés avoir la tête de Saleh al-Arouri, le numéro 2 du Hamas, à Beyrouth, qui est relativement plus facile. Donc il faut un trophée pour sauver la face et ensuite pouvoir discuter politique ? Alors, les Israéliens ne veulent pas, mais lorsque vous discutez avec le Hamas, qui tient quand même la corde aujourd'hui, lorsque je les ai rencontrés à Doha, ce qui était intéressant, c'est de voir dire on veut un cessez-le-feu, un retrait israélien, et après, on s'engage, arrivée d'aide humanitaire, et on s'engage sur un projet de négociation globale. Alors là, ça nous ramène, on en discutera probablement, à ce que veulent faire les Américains pour l'avenir, leur fameux plan. Ne brûlons pas les étapes. Mais je pense que, effectivement, il n'y a pas d'adéquation aujourd'hui entre ce que veulent les Israéliens et ce que souhaite le Hamas, mais le temps permettra probablement un ajustement de ces deux variables. On va écouter ce qu'a dit hier soir le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, à propos de la suite à Gaza, qui gouvernera à Gaza. בעזה חיים פלסטינים ולכן ישלטו בפלסטינים בעתיד. השלטון העתידי בעזה חייב לצמוח מתוך רצועת עזה ולהתבסס על כוחות שאינם עוינים את מדינת ישראל ומהווים אלטרנטיבה אזרחית שדואגת לרווחתם של תושבי עזה ולא לרעתם של תושבי מדינת ישראל. Laetitia Bucaille, il parle de qui là pour gouverner à Gaza ? Des Palestiniens vont gouverner à Gaza, mais qui ? Je ne crois pas qu'on soit proche d'avoir le Hamas comme interlocuteur d'Israël, parce que, en fait, pour le moment, le gouvernement israélien n'envisage même pas que l'autorité palestinienne puisse prendre le relais dans la bande de Gaza. Donc, c'est dire... Hein, donc, de quel Palestinien parle en fait, le ministre de la Défense israélien ? L'objectif du gouvernement israélien, c'est effectivement, ils n'ont pas envie d'aller réoccuper Gaza, ou en tout cas pas durablement, parce que ça a un coût considérable, que Gaza est très peuplé, que c'est une charge, c'est des risques aussi pour l'armée. Donc, il y aura quand même un contrôle militaire, certainement une zone de sécurité au nord de la bande de Gaza qui sera créée par Israël. Mais l'idée, c'est d'avoir une forme d'autogouvernement, un nouveau... Qui ne soit ni l'autorité palestinienne, voilà, c'est-à-dire ni le Fatah, ni le Hamas. D'une certaine façon, choisi par Israël, parce que spécifiquement considéré comme modéré, mais en fait soumis. Hein, c'est ce que cherche aujourd'hui le gouvernement israélien. C'est un pouvoir palestinien qui lui obéisse. Ils savent bien que les Palestiniens ne vont pas tous disparaître, émigrer, qui sont quand même là encore pour rester un petit moment dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. L'idée, c'est de ne pas les contrôler directement, c'est de mettre en place un système qui soit contrôlé en amont par Israël, mais d'en choisir un nouveau qui serait encore... davantage soumis, hein, parce qu'il faut savoir quand même que l'autorité palestinienne, pendant toutes ces années, a quand même joué le jeu de la coopération sécuritaire avec Israël. Donc c'est pas... Elle continue, donc c'est quand même pas non plus un acteur Henri Laurence, global. Vous y croyez à ce schéma ? Vous pensez qu'un tel pouvoir palestinien peut être mis en place par les Israéliens ? Je ne vois pas avec qui, c'est le problème. Qui est une certaine... éventail de forces politiques à l'intérieur de l'espace politique palestinien, nous le savons tous. Il n'y a pas que l'autorité palestinienne, il n'y a pas que le Hamas. Mais bon, qui voudrait être l'agent de la politique israélienne dans le contexte d'aujourd'hui? Et puis, ils ont parlé des mourtards, par exemple. Hein, c'est réactiver... Enfin, c'est le fantasme israélien. Oui, ils ont parlé des mourtards, c'est-à-dire... Les mourtards, c'est les autorités locales. Les autorités locales, des notables locaux, mais qui n'ont aucune crédibilité. Mais qui passeraient assez vite pour des collaborateurs, si c'était le cas. Oui, ça sera toute une difficulté de trouver des gens qui veulent effectivement jouer ce rôle. Après, ils ont parlé aussi des chefs de clan, etc. Mais bon... Donc vous n'y croyez pas trop? Vu le nombre de morts qu'il y a dans la bande de Gaza, vous ne trouverez pas quelqu'un qui n'ait pas dans sa famille un certain nombre de victimes. Oui. Donc il n'a certainement pas un amour forcené pour Israël. Oui, et ça, on peut dire que c'est réciproque, hein, et puis, avec les Israéliens aussi. Tanguy Berthemet. Il faut ajouter que cette solution ne fait pas l'unanimité en Israël non plus. L'extrême droite n'en veut pas. Oui. Donc il n'y a même pas de côté israélien un plan qui L'extrême droite, il y a quand même une frange qu'il faut dire très minoritaire, même en Israël,
qui demande l'expulsion des Palestiniens de Gaza et le retour des colons. Mais ça n'a pas l'air d'être quand même l'option qui tient la corde. Parce que les Américains n'en veulent pas, n'est-ce pas? D'abord, les Égyptiens n'en veulent pas, ils ont fermé la frontière. Ouais. Et Surtout aussi Georges par rapport à ce Malbruno. qu'a dit Yoav Gallant, le ministre de la Défense, c'est en contradiction avec le plan américain, aussi flou soit-il, qui a dit il faut une revitalisation de l'autorité palestinienne. Il parle de gouvernement de Gaza. Ouais. Pour qu'il y ait un plan qui soit viable dans l'avenir, si on ne veut pas refaire les erreurs du passé, il faut qu'il y ait un gouvernement qui s'applique à la fois à Gaza et à la Cisjordanie. Sinon, on va retomber dans les mêmes Réunir les travers. deux entités que Benjamin Netanyahou avait à dessein Exactement. Sinon, plutôt séparées. on retombe dans les mêmes travers, dans les mêmes échecs, et on va à une catastrophe qui sera Alors justement, puissance cette 10. régénération du Fatah, de l'OLP, qui intégrerait le Hamas, ça c'est une option qui vous paraît crédible Henri Laurence? c'est une discussion qui a depuis un certain nombre d'années, mais se heurte toujours à la même difficulté en dehors de la lutte pour le pouvoir. C'est que l'OLP est signataire des accords d'Oslo qui fondent l'autorité palestinienne et que le Hamas rejette ces accords. Oui. Donc il faudrait... Mais est-ce que le Hamas Mais le Hamas est demandeur quand même d'intégrer l'OLP. Oui, Donc, non, mais on a Pour la quand même dominer. Oui, pardon, mais oui. en dehors de la répartition, je veux dire, il faudrait que le Hamas accepte les accords d'Oslo pour qu'il puisse entrer à l'OLP. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté du Hamas sur le refus Déjà accepté le plus loin. refus d'Israël est toujours aussi clair et net dans la posture du Hamas? C'est ça. Non, il y a beaucoup de La charte de d'ambivalence. 2017 qui a été amendée reconnaît la validité d'un État palestinien dans les frontières de 67. Disons Donc, qu'ils ont essayé d'articuler ça en langage islamique, donc de faire plus, pas une paix, mais une trêve, Oui. et choses comme ça. Mais fondamentalement, l'OLP n'étant pas une autorité élue, parce qu'il est impossible de faire une élection là où il y a des Palestiniens, c'est-à-dire au Liban, en Syrie, en Jordanie, etc. Donc la discussion, ça porte dès le départ sur le nombre de sièges qui seraient attribués au Hamas à l'intérieur du Conseil national. Compte tenu du rapport palestinien. de force actuel, ça serait une OPA du Hamas sur le Eux, ils veulent le Fatah. maximum, et le Fatah veut le minimum. C'est de la mais- politique. C'est Oui, une vraie question. Laetitia Bucaille. Que veut le Hamas? Que pense le Hamas? C'est une vraie question à laquelle il est difficile de répondre. Parce que soit on peut effectivement se fonder sur le document politique de 2017 du Hamas, donc qui va vers quelque chose de beaucoup plus pragmatique et qui effectivement envisage un État palestinien dans les frontières de 1967, mais sans rompre totalement avec ce qu'il disait auparavant. Donc, si vous voulez, on pourrait comparer à ce qu'a fait l'OLP en 1974 avec le fait d'envisager un mini-État palestinien qui serait aussi dans les frontières de 67. Est-ce que c'est un tournant et est-ce qu'on s'arrête là ? Ou bien est-ce que c'est en quelque sorte une forme de ruse pour avancer en deux étapes et endormir l'adversaire, endormir la vigilance de l'adversaire pour, dans un second temps, après, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, repartir à la conquête du territoire. Enfin, cette question, elle se pose sur plein de mouvements nationalistes, religieux, etc. Que veulent-ils vraiment? Souvent, il y a ce double discours. Ce qui est frappant dans cette région, c'est qu'apparemment, chaque camp a beaucoup de mal à négocier avec lui-même. Oui, Parce que bien les sûr. Israéliens ont du mal à trouver un terrain d'entente, une ligne claire sur laquelle qui ferait consensus, et c'est vrai aussi finalement des Palestiniens. Donc la négociation entre les deux parties dépend de ces préalables de part et d'autre. Il y avait la Henri discussion Laurence. sur la tenue d'élections à Cisjordanie et Gaza qui devait se tenir, et puis quand les gens de l'autorité palestinienne ont vu qu'il y avait des possibilités fortes que le Hamas remporte les élections, ils ont trouvé un prétexte pour les annuler. Ouais. Et- Non, on ne pourra pas La résoudre prochaine les étape pour vous, c'est quoi? C'est que bon, un cessez-le-feu peut être décrété à tout moment par les forces combattantes, mais Je pense que la prochaine Georges étape, c'est Malbruno. la présentation par les États-Unis d'un plan de paix, ou je ne sais pas si on peut l'appeler de paix, mais on sait très bien, comme l'a dit fort justement Joseph Borrell, que les deux acteurs Joseph ne peuvent Borrell, pas... qui est le représentant de la diplomatie Voilà, que européenne. les deux acteurs ne pourront pas s'entendre
encore moins aujourd'hui que Donc dans il faut le leur passé. imposer de s'entendre. Donc, la seule alternative, c'est que les États-Unis imposent un plan. Ils y songent. Joe Biden a parlé de revitalisation, mais tôt ou tard, il n'y a pas d'autre solution parce qu'Israël Oui. n'acceptera pas les conditions du Hamas, le Hamas n'acceptera Mais- pas. Mais simplement pour que ce plan, à un moment donné, dont on connaît les tournures, puisque c'est un plan qui doit permettre, ils l'ont dit, l'émergence d'un État palestinien sur les frontières de 67, avec des découpages, etc. Mais à un moment donné, on en revient à ce que vous disiez, c'est que pour que ce plan bénéficie de l'onction populaire, il faut qu'il y ait des élections qui soient organisées, en particulier chez les Palestiniens. Or, aujourd'hui, il n'est pas question d'organiser des élections, parce que sinon le Hamas va les remporter, comme il les a remportés en 2007, et donc on ne peut pas avoir des élections qui portent au pouvoir le Hamas, qui se sentirait encore plus triomphateur qu'il ne l'est. Donc effectivement, on est dans une impasse. Mais- Tanguy Berthomé, pardon. Faut pas oublier que- L'État palestinien, c'est un concept encore acceptable côté israélien ou... Pas du tout. Enfin, on voit, tous les sondages montrent que du côté israélien, la croyance dans un État palestinien est de plus en plus faible. Elle est passée de grosso modo 50% à moins de 30% aujourd'hui. Donc les Israéliens ne veulent pas d'un État palestinien, encore moins aujourd'hui, puisque ils le disent. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? On va faire une barrière de sécurité, donc on aura un gros Gaza et ça va recommencer. Donc il y a des Israéliens plus modérés qui disent on peut très bien avoir un État palestinien avec lequel on a des relations pas forcément excellentes, comme par exemple l'Égypte, mais on n'a pas de guerre. On ne se méfie pas des Égyptiens, on ne se tape pas dans le dos. Mais ça, c'est un message qui ne passe pas du tout actuellement en Israël. Les Israéliens, encore une fois, ils sont traumatisés, ils sont sur une ligne Comment dure. sort-on du cercle vicieux représailles, défiance, résistance Laetitia Bucari. Oui, c'est difficile. Effectivement, il faut un acteur extérieur qui l'impose. Je crois qu'actuellement, on ne pourra pas faire autrement. Et savoir si les Américains vont avoir cette possibilité avant la prochaine élection américaine. Mais pour revenir aussi sur la question des possibilités de scénario, il n'y a pas qu'un problème d'acteurs du côté palestinien. Est-ce que c'est le Hamas ? Est-ce que c'est l'autorité palestinienne, etc. Il y a un problème même de la solution elle-même, parce qu'on sait que cet État palestinien dans les frontières de 1967, ça fait longtemps qu'un certain nombre de Palestiniens, notamment en Cisjordanie, disent que finalement, ils y ont renoncé, puisque À cause de la colonisation. la Cisjordanie est devenue une peau de léopard et qu'elle est vraiment... c'est des petits îlots, hein, les zones de peuplement palestiniennes Mais il est trop tard pour démanteler les colonies ou en démanteler suffisamment pour redonner une cohérence territoriale. Je crois qu'il est trop tard, que la plupart resteront. Il y a quand même 650 000 colons entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est, donc c'est considérable. Et puis, on a vu quand même qu'Israël pouvait se retrouver en état de division. On l'avait dit déjà à la fin des années 90, c'est-à-dire que si Rabin, parce qu'on s'était posé la question de savoir, après le massacre de la mosquée d'Hébron, un extrémiste juif d'une colonie d'Hébron avait été tué des Palestiniens en février 1994, est-ce que ce n'était pas le moment justement pour démanteler des colonies ? Mais l'angoisse à ce moment-là, quand même, une des perspectives, un des scénarios évoqués, c'était de dire, si on demande aux colons de s'en aller, on bascule dans le risque de guerre civile en Israël. Je ne sais pas si cette estimation n'était pas un peu exagérée, mais en tout cas, on sait que, ne serait-ce que pour la bande de Gaza, où à Gaza, il n'y a pas de site religieux, il n'y a pas de site historique pour les Juifs, ça a été compliqué. Il n'y avait que 5000 colons à Gaza. Ouais. En Cisjordanie, c'est difficile. Mais d'ailleurs, les Palestiniens disent « Ok, les colons restent, nous ferons partie d'un seul État et demain, nous nous battrons. » Vous pensez, vous, que le concept d'État binational, d'État unique pour tous les citoyens, ça a vraiment des chances de... Pour le moment, il est bien sûr inenvisageable, parce que la haine est à son plus haut degré, bien entendu. C'est très très difficile à imaginer, mais on sait bien qu'au fond, la solution à deux États est devenue vraiment complexe. Ou alors on fait semblant, c'est-à-dire qu'on peut aussi créer un État palestinien qui n'a d'État que le nom, mais qui n'a pas du tout de souveraineté, qui est sous perfusion internationale, sous contrôle israélien, etc. Mais, comme la formule d'Oslo, est-ce que ça va durer ? Henri Laurence, là-dessus, quelle est votre
Comment voyez-vous les choses? Vous croyez encore à la possibilité d'un État palestinien? Vous croyez davantage à un seul État binational? Vous savez, Raymond Aron faisait toujours l'opposition entre le raisonnable et le rationnel. Il y a une position raisonnable qui est celle des deux États dans la mesure où l'espace correspond à peu près en dimension à la Bretagne, donc 27 000 km². Ça veut dire que tous les réseaux sont communs, que ce soit pour l'eau, l'électricité, les ondes, etc. Donc la bonne solution, c'est une gestion commune sur une base assez égalitaire entre les uns et les autres. Et en plus, ils ont besoin tous d'avoir des symboles nationaux, donc une équipe de football, un hymne national, des drapeaux, des monuments aux morts, etc. Bon, les Arabes israéliens, ils font la grimace à chaque fois que les Israéliens juifs fêtent leur victoire sur les Arabes, parce que ça rappelle tous les ans leur défaite. On parle des citoyens arabes d'Israël. Oui. Donc ça, c'est la solution idéale, c'est raisonnable, mais d'année en année, on s'en éloigne de plus en plus. Mais l'autre côté est aussi difficile, c'est-à-dire les Israéliens ne peuvent pas faire disparaître les Palestiniens, point à la ligne. Ils seront toujours là. Et donc, ils sont condamnés à vivre dans un monde de violence, de menaces perpétuelle, etc. Ce qui était un des grands projets du sionisme, qui était la normalisation de la vie juive, elle a échoué. Ce projet a échoué parce que jamais les Juifs sont plus en danger que dans l'État d'Israël aujourd'hui. Et en plus, maintenant, ce danger qu'il y a dans l'État d'Israël se répercute sur les diasporas. Donc, ils sont pris dans une situation qui est épouvantable aujourd'hui et il n'y a pas de solution. Enfin, il y a la solution raisonnable, mais ils n'en veulent pas, ou ils n'ont pas les moyens en eux-mêmes de la faire. Et la solution un peu moins raisonnable, mais pratiquement réalisable, il n'y en a pas. Sauf à l'imposer. Il faut quand même se souvenir que la seule avancée... Mais imposer quoi, pardon? Parce que tout le monde sait comment aller de A à Z, mais personne ne sait comment aller de A à B dans cette affaire. Il y a des gens qui y réfléchissent. Les Américains doivent montrer le point B, c'est ça? Je pense qu'il faut que ce soit un processus qui soit crédible, c'est-à-dire, contrairement à ce que disait Yoav Galan, il faut qu'il s'applique à Gaza et à la Cisjordanie. Il faut qu'il soit marqué dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a un deadline ou une date de 2-3 ans, et que, troisièmement, l'objectif, contrairement à Oslo, il soit indiqué dès le départ, c'est-à-dire c'est un État palestinien. Sinon, on recrée les mêmes problèmes qu'à Oslo et ça ne marchera pas. Alors justement, les accords d'Oslo 1993, est-ce qu'ils étaient faussés dès le départ, les Tchaboukaï, ou est-ce qu'ils ont été simplement dévoyés dans leur application? Hassan Salamé avait parlé d'ambiguïté constructive. Oui, à l'époque. Voilà. À l'époque. Mais c'est-à-dire que c'est... Non, mais aujourd'hui, c'est facile de dire que c'était voué à l'échec, puisqu'on connaît la fin de l'histoire. Oui, moi j'ai vécu l'époque Rabin et Pérez, qui a été brève avant l'élection de Netanyahou, mais on y a cru. Quand on lisait les accords d'Oslo, on y a cru. C'était le reflet d'un rapport de force qui était pro-israélien, c'était normal. Mais qui était le rapport de force sur le terrain. Ça aurait pu déboucher, on voyait mal que ça débouche sur autre chose. Rabin disait il faut lutter contre le terrorisme. Comme s'il n'y avait pas de processus de paix, et il faut faire le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Mais depuis qu'il a disparu, plus personne ne suit cette ligne-là. Oui. Ouais. Alors, Oslo n'aurait été faisable que s'il y avait une véritable décolonisation de la Cisjordanie et de Gaza. Voilà. Bon, qu'on n'a pas eu. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas eu de décolonisation, mais il y a eu accélération de la colonisation. Oui, il y a un personnage central dans tout ça, c'est Netanyahou, quand même, vous l'avez rappelé. Netanyahou œuvre depuis le départ, c'est son fonds de commerce à ce qu'Oslo ne fonctionne pas. Voilà. À l'échec d'Oslo, il est au pouvoir et on lui dit vous allez appliquer Oslo ou quelque chose d'Oslo. Ça ne peut pas marcher avec lui. La condition peut-être numéro 1 à tout ça, c'est déjà le départ de Netanyahou. Pas forcément de la droite, mais de lui. Lui, c'est constitutif de son personnage, l'échec d'Oslo. Donc on ne peut pas avancer avec lui aujourd'hui. C'est pas possible. En tout cas, pas comme les Américains. En 1996, c'est-à-dire que Netanyahou, ça fait longtemps qu'il est là. Oui, il y a eu quelques interruptions, Ehud Barak, Ehud Olmert, mais ça fait effectivement très longtemps qu'il est là. Comment on explique ce paradoxe du fait que les Israéliens, politiquement, souhaitent être le plus séparés possible des Palestiniens, mais en réalité, économiquement, pour l'eau, pour les échanges, même pour les devises, ils n'ont
d'approfondir l'interdépendance des deux territoires. Parce qu'ils sont, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont restés sur leur logique de la force et de la peur, de leur insécurité. Mais comme vous le disiez, le meilleur conseil qu'on peut donner aux Israéliens, c'est de créer un État palestinien. C'est la meilleure sécurité qu'on peut leur apporter. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, a fortiori depuis le 8 ou le 9 octobre, que, comme vous le laissiez entendre, les bombardements massifs sur Gaza, comme l'ont dit les premiers ministres qatariens et d'autres, sont en train de faire naître des générations hostiles à Israël. Et on en parlera quand on parlera de la réconciliation interarable. Ce sont des signaux que les Israéliens doivent comprendre. Là. Et donc, voilà. Donc, il faut à un moment donné, je pense qu'Israël considère que sa meilleure sécurité, c'est d'une part définir sa frontière orientale et puis partager la terre. Mais pour ça, ça veut dire effectivement qu'il faut changer un petit peu son concept de relation par rapport aux Palestiniens, parce que ça maintenant, il était plutôt gagnant-gagnant. Est-ce que c'est audible par les Israéliens que leur sécurité, c'est un État palestinien aujourd'hui? En tout cas, ce que voudraient les Israéliens ou ce que voudraient les Palestiniens, c'est que les autres disparaissent de l'univers. Le problème, c'est que c'est pas possible. Donc, actuellement, ils sont dans un corps à corps, et c'est un corps à corps qui est de plus en plus violent. Ouais. Il y avait l'idée qu'il y avait, quand Moshe Dayan en 67, en disant on va s'entendre avec les Palestiniens, on va les contrôler, mais on ne peut pas s'occuper de leurs affaires. Ça n'a rien donné. Et en fait, maintenant, on est à 65 et quelques années de violence, d'occupation, des générations entières de Palestiniens sont passés par les prisons israéliennes. Toutes les familles palestiniennes, ou presque, ont un prisonnier, un mort, ou plusieurs, dans les affrontements avec Israël, maintenant, depuis des générations. Ce qui a beaucoup changé aussi par rapport aux années 70, aux années 80, jusqu'au début des années 90, c'est qu'avant, il y avait certes les territoires occupés, Cisjordanie et Gaza étaient occupés par Israël, mais on circulait librement entre ces territoires. Ouais. Et donc, il y avait des échanges. Les Israéliens venaient éventuellement faire des courses en Cisjordanie ou à Gaza, alors peut-être pas au moment de la première intifada parce qu'ils en avaient peur, mais il y avait ils estimaient que c'était dangereux, et à juste titre, d'aller se balader tout seul dans ces territoires, mais il y avait des travailleurs palestiniens qui allaient, qui se rendaient en Israël, et c'était pas forcément uniquement des gens qui n'avaient pas de diplôme, c'était aussi des gens qui avaient diplôme, des étudiants qui venaient... Ce qui est très frappant, c'est que c'était à la fois un repoussoir et un modèle, n'est-ce pas? Israël, pour beaucoup de Palestiniens, c'était à la fois un repoussoir et un modèle. Mais ce qui est très important aussi, c'est que il y avait des gens qui se rencontraient. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils devenaient les meilleurs amis du monde, mais ça veut dire qu'il y avait des Israéliens et des Palestiniens qui parlaient ensemble et qui voyaient que l'autre n'était pas un monstre à 5 pattes, absolument terrifiant. Là, aujourd'hui, depuis la construction de la barrière de sécurité et vraiment le fait que les Palestiniens soient enfermés, très peu nombreux à pouvoir venir travailler en Israël, etc., les échanges sont très peu fréquents. L'immense majorité de la population de Gaza n'est jamais sortie de Gaza. Donc les gens qui ont 20 ans, 30 ans aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils connaissent d'Israël? Ils connaissent les bombardements, l'invasion terrestre. Ils n'ont jamais rencontré un être humain israélien. Donc ça empêche aussi quand même beaucoup le fait de pouvoir... Ça favorise la diabolisation réciproque. Bien sûr. Oui. La déshumanisation totale. Oui. Henri Laurence, vous avez une formule dans une interview au Figaro récemment, fin octobre, qui me paraît assez frappante et en même temps un peu désespérante. Vous parlez du dilemme de la force et du droit. La force israélienne ne peut pas se transformer en droit et le droit palestinien ne peut pas se transformer en force. Je ne vois aucune possibilité de sortir de ce dilemme. Le problème est devenu insoluble. Oui, c'est comme ça qu'Arafat négocier, affirmer, disait toujours aux Israéliens, vous pouvez me prendre tout ce que vous voulez, mais vous ne serez jamais des gens normaux tant que je ne fais pas la paix avec vous. Ouais. C'est-à-dire que le projet fondamental du sionisme en tant que normalisation du peuple juif, ceux qui ont la clé, ce sont les Palestiniens. Tant qu'ils seront dans un système de répression des Palestiniens, les Juifs ne seront pas en situation, entre guillemets, normale. Et c'est la seule force réelle
qu'ont les Palestiniens. C'est eux qui sont la clé de l'avenir d'Israël en tant qu'État juif. C'est leur élément de négociation. Ouais. Parce que le reste, il y a une telle disproportion des moyens qu'ils n'ont pas le moyen de contrer. Avec peut-être, Georges Malbruno. pour l'avenir, le rôle quand même que comptent jouer les pays arabes pour la stabilisation et la reconstruction de la bande de Gaza. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui est en train d'apparaître une espèce difficile de consensus entre pays arabes, sollicité par les États-Unis en particulier, pour dire on va vous solliciter pour venir stabiliser, sécuriser, reconstruire la bande de Gaza. Les pays arabes, l'Arabie Saoudite, les Émirats, la Jordanie et l'Égypte refusent, disent on ne sera prêt à participer à ce scénario de la reconstruction, de la stabilisation, que si en parallèle, il y a justement un plan, et c'est là que j'en reviens au plan américain, avec vraiment 2 États. Et donc là, effectivement, ça change un petit peu la donne, parce que là, on a une feuille de route. Après, est-ce que les Américains auront le courage en période électorale? Probablement pas. Est-ce qu'ils ont l'autorité? On va écouter Anthony Blinken qui dit aux Israéliens qu'il faut arrêter un certain nombre d'actions préjudiciable à la future hypothétique réconciliation. Écoutons-le. Anthony Blinken, qui est le chef du département d'État. Lead their people in living side by side in peace with Israel as neighbors. And Israel must stop taking steps that undercut Palestinians' ability to govern themselves effectively. Extremist settler violence carried out with impunity, settlement expansion, demolitions, evictions, all make it harder, not easier, for Israel to achieve lasting peace and security. Tanguy Berthemet, est-ce que les Américains ne sont pas un peu en déficit d'autorité face à Netanyahou et aux Israéliens en général? Il faut se souvenir que avant le 7 octobre, Netanyahou et Biden ne se parlent quasiment pas. Hein. Les États-Unis ont clairement mis une croix sur la capacité de Netanyahou à faire quelque chose. Là, avec ce qui s'est passé, c'est quand même 1200 morts, une attaque extrêmement violente, ils sentent qu'il faut absolument faire quelque chose, et ils ressortent des cartons le plan à 2 États, mais on voit bien qu'ils n'ont pas vraiment d'idée de comment faire, et on voit bien que ça paraît paradoxalement le pire moment pour le faire. Jamais la solution à 2 États a été aussi basse. Et pour reprendre ce que disait Madame, la séparation entre les Palestiniens et les Israéliens est d'autant plus forte aujourd'hui que les réseaux sociaux, chacun regarde ses images. C'est-à-dire que les Palestiniens regardent les petits-enfants morts à Gaza et les Israéliens regardent les petits-enfants morts dans les kibbutz. Et on ne regarde pas ceux des autres. Et tous les jours, ça continue comme ça. Et donc, si vous voulez, oui, les Américains sortent ce plan, mais parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer. Oui, Georges Malbruno. Il faut quand même se souvenir, le seul moment où ce fameux processus de paix qui n'a pas abouti, justement, a produit des résultats, c'est lorsque les Américains, en 1991, l'administration Bush, a menacé de sanctions Israël et a tordu le bras à Yitzhak Shamir, et donc on a eu la conférence de Madrid. Sinon, depuis 35 ans, on a été correspondants tous les deux à Jérusalem. Chaque fois qu'il y avait une expansion des colonies, les Américains disaient c'est pas bien, et puis les Israéliens n'en tenaient pas compte. Donc tant qu'il n'y aura pas... On a vu d'ailleurs sur les colons extrémistes, les Américains ont commencé de bouger un petit peu. Mais tant qu'il n'y aura pas effectivement une menace, etc., il n'y aura pas d'avancée et que Israël continuera de faire ce qu'il a fait, estimant qu'ils sont dans leur droit et que c'est bien pour eux. Vous y croyez, vous, Henri Laurence, à cette tutelle internationale qui viendrait dire aux partis comment faire Il faut considérer sur un autre angle. Il faut considérer que le conflit est un conflit interne à nos sociétés. Et que on pourrait parler aujourd'hui chez vous, je sais pas, du Soudan, de la Libye, de l'Irak ou de la Syrie. Vous avez plus de morts au kilomètre carré que vous en avez en Israël-Palestine, mais ça ne nous intéresse pas. Il y a une exceptionnalité du conflit, une exceptionnalité qui est liée à l'histoire du peuple juif, et de façon très curieuse, l'exceptionnalité s'est reportée en partie sur les Palestiniens. Et alors, pour comprendre l'exceptionnalité, il faut revenir à l'histoire européenne, etc. D'où la paralysie politique des puissances dites occidentales. Monsieur Macron, il aimerait bien faire des choses, mais en fait,
il fait Dieu en même temps et il fait pas grand-chose en fait. Parce que sa question, c'est pas la Palestine-Israël, sa question, c'est la gestion des conflits internes de la société française par rapport à la communauté juive, si elle existe, ou par rapport aux musulmans français, s'ils existent en tant que communauté, etc. C'est la même chose à chacun avec son héritage. L'Allemagne a une ligne hyper pro-israélienne parce qu'elle est l'héritière du Troisième Reich et du génocide. Pour les Américains, si Israël n'avait jamais existé, ça aurait bien facilité leur existence ou leur politique au Moyen-Orient. Le problème, c'est que c'est la politique interne américaine qui est là. Alors là, il y a des possibilités de changement parce qu'il y a des possibilités de changement à l'intérieur de la société américaine, dans la mesure où la politique pro-israélienne commence à cesser d'être bipartisane aux États-Unis. Enfin, un retour de Trump ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour les Palestiniens. Non, mais ce que vous avez, c'est que vous avez une fraction importante du Parti démocrate qui bascule dans une position hostile à la politique israélienne. Et Biden, il est très coincé parce qu'il y a, dans un certain nombre d'États clés comme le Michigan, c'est-à-dire vraiment où le sort des élections peut se jouer à quelques milliers de voix, vous avez des communautés arabes, musulmanes, etc., qui sont extrêmement montées. En particulier palestiniennes, d'ailleurs, et syriennes, mais... ou libanaises. Bejbeil est la capitale, Bejbeil au Liban Sud, c'est dupliqué à Dearborn, dans le Michigan. Et là, il y a des inquiétudes, y compris à l'intérieur du Parti démocrate, que ce conflit actuel risquerait d'influer sur le sort des élections si ça se joue sur 2 ou 3 swing states aux États-Unis. Est-ce que vous n'êtes pas frappé globalement par l'impuissance des Occidentaux, y compris des Américains, qui pourtant alimentent beaucoup l'armée israélienne en munitions, mais ils n'ont pas l'air d'être très audibles. Un des objectifs immédiat, c'est d'essayer d'éviter une escalade, une extension du conflit, notamment avec le Liban, par exemple. Liban. Au Liban, oui. Plutôt qu'avec le Liban. Oui. Mais est-ce que ça paraît à portée de main? Est-ce que vous redoutez cette extension du conflit, Laetitia Bucaille? Le risque existe encore. Ça a été contenu pour le moment. Il y a eu une prudence. Il faut être 2 pour faire la guerre, mais il y a une grande détermination des Israéliens à ce que le Hezbollah recule au nord de la rivière Litanie. Oui, c'est-à-dire que là, les Israéliens sont dans une logique où il faudrait, dans leur esprit, éliminer toute menace qu'ils considèrent comme existentielle. Donc le Hezbollah... En quoi le recul de 40 km ça leur permettrait d'éviter peut-être une invasion terrestre comme ils ont connu le 7 octobre, qui était d'ailleurs... Ça ne protège pas des missiles, mais ça protège une invasion terrestre. Et donc, simplement, pour faire la guerre, il faut, comme vous le disiez, il faut être 2. Et le Hezbollah, aussi bien que l'Iran, aujourd'hui, n'ont pas envie, justement, de dilapider leur carte. Et donc, on voit bien que le risque est plutôt côté israélien. Alors, certes, l'Iran actionne ses proxys, et aussi un peu pour mettre la pression sur l'Occident, d'ailleurs plus que sur Israël dans la mer Rouge, mais on voit bien que les Américains non plus adressent des messages de fermeté à l'Iran, qui n'a pas envie de se lancer dans une guerre dont elle risquerait de faire les frais, comme le Hezbollah. Donc voilà, alors Israël après a envie d'eux, mais entre les envies et la réalité, il y a souvent un hiatus quand même. En tout cas, c'est sûr que le levier, il est américain. Mais comme on rentre là déjà dans une période électorale, c'est pas généralement à ce moment-là que les décisions les plus courageuses ou les plus innovantes sont prises. En même temps, Joe Biden est sous pression, comme le disait Henri Laurence, d'une partie de son électorat démocrate pour obtenir un cessez-le-feu rapidement. C'est pas si clair que ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a un changement dans l'opinion publique américaine, effectivement. Et puis, une partie des Juifs américains n'ont pas du tout envie de soutenir un gouvernement de droite ou d'extrême droite en Israël. Cela dit, jusqu'où est-ce qu'il est possible d'aller pour eux, c'est une autre question. C'est-à-dire que les choses changent, mais elles ne sont pas non plus
totalement clair, y compris pour Biden, qui est resté sur une ligne très prudente, invitant les Israéliens à la modération, à se contenir, mais sans menacer, sans couper les munitions. Bon. Mais on sait qu'en fait, la clé, c'est pas tellement les Juifs américains, mais c'est plutôt les évangélistes, en fait, les plus fervents soutiens d'Israël, enfin de l'extrême droite israélienne. Ce sont les évangélistes américains, ce ne sont pas les Juifs américains. Ouais. Un mot sur les accords d'Abraham, qui avaient amorcé une sorte de réconciliation avec divers pays de la région, en particulier dans le Golfe. Vous n'avez pas l'air, dans ce que j'ai lu de vos déclarations sur le sujet, Henri Laurence, vous n'étiez pas très convaincu. À un moment, vous parlez de niaiserie de diplomate ou d'homme politique. Les accords d'Abraham. Non, expliquez-nous. Les accords d'Abraham, d'un côté, vous avez le Maroc, mais ça, c'est une chose spécifique. Les relations entre le Maroc et l'État d'Israël, ça date du début des années 1960. Ils ont fait simplement qu'officialiser quelque chose qui était déjà solidement bien établi. Et donc, ça n'apportait vraiment pas grand-chose, sauf pour embêter les Algériens. Ça, c'est une autre histoire. Plus sérieusement, les accords d'Abraham, ça concerne les Émirats et le Bahreïn. L'Arabie saoudite était essayé de négocier dans son propre intérêt cette affaire, mais comment dire, qu'est-ce que représente la population citoyenne des Émirats par rapport à la totalité des Émirats? 10-15%. 10%. 10%. On pense que dans les 10%, ils sont majoritairement contre les accords d'Abraham, mais de toute façon, ils n'ont pas le droit de le dire parce que sinon, ils iront en prison. Vous êtes quand même dans des pays où vous pouvez avoir plusieurs années de prison pour un simple tweet. Bahreïn, c'est la même chose, c'est une dictature. Alors, on vend à l'Occident un islam modéré, on va vous faire un compound avec une mosquée, une synagogue et une église pour montrer combien on est libéral, etc. Mais c'est tout. Bon, le gros morceau, c'est l'Arabie saoudite. On sait que là, la population saoudienne est à 95 ou 98% hostile à l'État d'Israël, mais elle ne veut pas la guerre non plus. Et bon, de toute façon, là aussi, si vous faites votre conclusion, c'est quoi à ce sujet? La conclusion, c'est qu'il n'y a personne, à part quelques gouvernements, qui veuillent ces accords d'Abraham. Il n'y a aucun soutien populaire. Si vous regardez la Jordanie ou vous regardez l'Égypte, qui ont des traités de paix avec Israël, l'hostilité de la population, je la mets à peu près à 99,99%. Mais c'est une hostilité à quoi? À l'existence d'Israël? Toujours? À la politique israélienne. Encore une fois, si Israël n'existait pas, les Arabes seraient très contents. Mais bon, le problème, c'est qu'ils sont obligés d'en faire avec. Ouais. Enfin, de toute façon, comme vous le dites, ce sont quand même des régimes autoritaires où la dissidence n'est pas autorisée. Donc, je veux dire, avec le temps, si la paix était instaurée avec Israël, ça finirait quand même par convaincre plus ou moins les populations, s'il n'y avait pas de drame. Voilà. Là, ce qui s'est passé, c'est quand même que le Hamas a fait voler en éclats ce rapprochement entre les pays du Golfe et Israël, qui était pour vous, c'est compromis inédit. Parce que dans les apparences, tout est maintenu. Je pense que fondamentalement, les gouvernants, et je ne suis pas sûre que l'hostilité à Israël monte aussi haut qu'à 99%, en fait, s'en fichent en fait, des Palestiniens. Il faut quand même bien dire ce qui est. La plupart des pays arabes ont certes soutenu les Palestiniens officiellement, mais enfin n'ont pas toujours œuvré de manière très nette en faveur des intérêts des Palestiniens. Et en fait, ce que disent les gens du Golfe aujourd'hui, c'est bon, réglons cette question, parce que finalement, elle enquiquine tout le monde et elle empoisonne la vie politique internationale et nationale. Donc réglons cette question, faisons un État palestinien, peu importe que ce ne soit pas un véritable État palestinien. Ça, je crois que le Bahreïn, l'Arabie saoudite, etc. n'en ont cure. Cela dit, il me semble qu'une chose quand même à laquelle ils tiennent, c'est pas de transfert de population palestinienne dans les pays alentours. Pas forcément par
conviction, par soutien à la cause palestinienne, mais parce qu'ils savent que c'est un facteur de déstabilisation pour les pays alentours et puis qu'on se rapproche d'eux. Donc, et côté israélien, en très peu de mots, Tanguy Berthomé, est-ce que le fait d'être accepté dans son environnement régional, tout en disant qu'ils veulent faire le ménage au nord, qu'ils se battent contre un axe et pas seulement un ennemi, l'Iran étant derrière cet axe, mais est-ce que les Israéliens ont envie d'être acceptés dans leur environnement régional? Ou c'est devenu Par les secondaire? Israéliens, ça a été pris comme une baisse des risques et des tensions, donc c'est toujours bienvenu en quelque sorte. Ouais. Si des régimes qui vous Mais ils y croient menaçaient il y encore a ou pas? peu... Ils y croient ni plus ni moins qu'avant. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu une sorte d'enthousiasme à un moment de prendre l'avion pour aller à Dubaï, on a vu, etc. À Dubaï, etc. Il y a des rapports, comme a dit M. Laurent, assez forts avec le Maroc aussi, donc pouvoir aller au Maroc. Ouais. Il y a 2-3 choses comme ça. Mais je ne suis pas sûr qu'en ce moment, beaucoup d'Israéliens se risqueraient à aller se promener à Dubaï. Il nous reste moins de 2 minutes. Je voudrais vous demander à tous, est-ce que vous êtes inquiets pour l'avenir d'Israël? Je commence par vous, Laetitia Bucaille. Ouais, Est-ce qu'il faut s'inquiéter je suis inquiète pour l'avenir en général. en général dans la région? L'avenir dans la région pour les Israéliens. Mais est-ce pour les Palestiniens qu'Israël aussi, mène parce des que politiques la violence- qui finalement le mettent en danger sous couvert de domination? Je crois que la poursuite à tout très prix forte. de la cause sécuritaire, effectivement, a nui à une imagination pour mettre en place des solutions politiques viables, Ouais. indiscutablement. Je suis inquiète pour les Israéliens, mais aussi pour les Palestiniens. Je crois que l'existence... L'historien Vincent Lemire dit que c'est le dénouement, c'est la dernière étape du conflit israélo-palestinien, c'est une sorte de dénouement qui peut se terminer par l'anéantissement de l'un ou de l'autre camp. Vous partagez ça, cette analyse? Non, pas les moyens, Ouais. non. Aucun des deux camps n'a les moyens d'anéantir l'autre. Moi, je Georges, pense que- vous êtes inquiet pour l'avenir d'Israël? C'est ce que je dis depuis le début. Je pense que si Israël ne change pas son logiciel, savoir de cette priorité au tout sécuritaire, effectivement, ils vont au-devant de problèmes sérieux. Parce que quand on voit que les anciens alliés, comme les chrétiens libanais, sont aujourd'hui les fervents défenseurs de la cause palestinienne, bon, il s'est passé quelque chose. Mais pour revenir, je pense que la solution, justement, peut-être de ce chaos, en sortira quelque chose de constructif, hein, pour reprendre une expression. Les accords d'Abraham, il leur manquait un pilier palestinien. Mais si on reprend l'initiative Abdallah de 2002, si à un moment donné, derrière l'Arabie Saoudite, tous les pays arabes disent à Israël, on est prêt à investir Gaza, à sécuriser, stabiliser, à condition qu'il y ait un État palestinien, je pense que là, il peut y avoir une sortie par le haut. Mais là, il faut un investissement américain et il faut un accord israélien. dernier mot. En dehors de cette solution, j'en vois pas beaucoup. Le dernier mot à Henri Laurence, est-ce que vous êtes inquiet, vous? Non, moi, je suis pessimiste. J'étais largement pessimiste avant le 7 octobre et mon pessimisme ne continuait que croître. Si vous regardez mes différentes interventions, depuis 10-15 ans, j'ai toujours dit qu'on allait de mal en pire. Bon, alors c'est sur cette note un peu sombre que nous allons terminer cette conversation, qui n'est pas la dernière sur le sujet, bien entendu. Merci à tous les quatre. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.